la série de panels que nous avons lancé en ligne il y a déjà 3 mois. Voilà pour vous donner une idée du menu, du très riche menu qui nous attend cet après-midi. C'est pourquoi je vais d'ailleurs compter sur la compréhension de chacun pour être très concis parce que ce panel se veut inclusif comme toujours. Nous avons invité le maximum d'acteurs et de passionnés du secteur parce que pour nous, c'est très important de mettre ces sujets au cœur de la discussion. Pour la présentation rapide, je vais y aller. Samba Kouaïta d'abord, le directeur technique et informatique de Free Sénégal. 20 ans dans les télécoms, Samba, vous êtes informaticien et ingénieur de conception formé à Gaston Berger, à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar et aux États-Unis. Mohsen Chirara, qui nous a fait le plaisir et la fidélité d'être avec nous la semaine dernière, est le directeur général du FAI, Arc Informatique. Mohsen est membre, j'allais dire membre historique de Optique, l'organisation des professionnels des TIC, dirigée par Antoine Gomme, que l'on salue au passage d'ailleurs. Mohsen Chirara est ingénieur en génie électrique après des études à Toronto, au Canada. Mohamedou Lamine Thiam est aussi parti de Dakar, actuellement ingénieur des travaux de télécom après une formation à l'ESMT et à l'Université Cheikh Anta Diop. Expert solution des offres gros, les wholesale et offres d'entreprise chez Orange France, l'Hexagone, d'où il nous parle cet après-midi. Et bien sûr, il le précise, comme c'était le cas avec Amadou Makhtar Fall la semaine dernière, que ce qu'il dit n'engage que lui et naturellement n'engage pas Orange France, n'engage ni Orange France, ni un Orange d'ailleurs. Khalidou nous rejoint lui aussi pour la première fois dans ces panels et on l'en remercie. On la remercie profondément. Khalidou Gaye, juriste et inspecteur des postes de formation. Actuellement, il représente l'ARTP dans ce panel, le directeur des affaires juridiques de l'autorité de régulation des télécoms et des postes. Khalidou, vous êtes passé par la poste où vous avez occupé des fonctions de direction. Khalidou Gaye est diplômé en droit, en régulation et en sciences politiques. Aruna Diallo est sorti de l'ESMT en 2003, passé aussi par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, manager des opérations à l'ADE, avec notamment la conduite d'un projet de mise en place d'un câble sous-marin. C'était entre novembre 2019 et août 2020. L'ADE dont nous avons d'ailleurs reçu le DG, Cheikh Bahoum, que nous saluons également au passage, c'était pour parler de tout ce qui est dématérialisation du Conseil des ministres au Sénégal, le Conseil des ministres qui se fait à distance, vous le savez très bien, depuis l'introduction de la COVID-19 chez nous. Ceux qui sont intéressés par cette vidéo avec Cheikh Bahoum peuvent bien sûr la regarder sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, en tapant simplement Ousmane Gueye, Covitech, C-O-V-Tech, Covitech. Après Aruna Diallo, Hachim Malik Ndiaye, le directeur des TIC au ministère de l'économie numérique du Sénégal, ingénieur en commutation, expert en sciences, en services financiers numériques, expert certifié en téléphonie rurale et solutions de services universels des télécoms, formateur en applications téléphoniques, coordonnateur national du groupe de travail sur le commerce électronique, entre autres casquettes, bien sûr, Hachima, parce que si on se mettait à lister toutes vos casquettes, on risque d'avoir la tête trop lourde et donc on ne pourra pas réfléchir et être productif pour ce panel. Je précise que nous avons aussi des discutants dans le panel, notamment Amadouli. Amadouli est ingénieur et expert en télécom et aménagement numérique du territoire. Aïssatou Dian, elle est consultante en interconnexion des réseaux télécoms à Africa Telecom Consulting Sénégal. Madame Diop, en qualité de directrice des opérations internationales de Sonatel, parce qu'elle a travaillé pour Sonatel, a participé à plusieurs négociations et mise en place de systèmes internationaux de câbles et satellites, dont Rascom, Intelsia, Atlantis 2 ou encore Inmarsat. Si je me trompe, elle va me corriger plus tard. Pape Mbaye est ingénieur des télécoms, chargé d'affaires chez Huawei, diplômé de l'ENSET de Toulouse en France. Pape Mbaye, vous travaillez sur des projets d'infrastructure avec comme clients les principaux opérateurs publics au Sénégal. Manel Fall, parce que c'était bien sûr important qu'on ait le FD Sud avec nous, le Fonds de développement du service universel des télécoms. Manel Fall en est le coordinateur. Il nous fait le plaisir de nous rejoindre également cet après-midi. Manel, vous êtes économiste, vous êtes diplômé de l'Université libre de Belgique. Vous êtes passé notamment par le ministère de l'économie comme conseiller technique. Vous avez également été membre du collège de l'ARTP. C'est dire que vous êtes naturellement de la famille du numérique sénégalais et naturellement, vous retrouvez tous ces acteurs
que vous côtoyez au jour le jour. À côté des discutants, nous avons naturellement d'autres spécialistes et passionnés de la question qui sont inscrits en masse et bien sûr à qui nous allons donner la parole en seconde partie. Merci à tout le monde. C'est vraiment un réel plaisir et un honneur pour moi, petit acteur de l'écosystème, de recevoir ces grands acteurs, chacun bien sûr très important en ce qui le concerne parce que chacun agissant sur un maillon assez important de l'économie numérique sénégalaise. Et nous sommes convaincus que des débats comme ça, il faut les mettre, disons, au cœur de l'actualité, au cœur de la réflexion. C'est en tous les cas, disons, la décision, j'allais dire la résolution des Covitec qui, chaque mercredi désormais à partir de 15h et non pas 15h30, à partir de 15h, vont mettre au cœur de la réflexion les sujets qui intéressent l'actualité de la semaine. Je remercie tout le monde. Je vais y aller très vite, hein, d'autant plus que la semaine dernière, on avait un peu débordé, même si c'est toujours important parce que le panel le demandait. Nous sommes partis pour 1h30. J'espère que nous pourrons tenir ce délai en raison forcément de compte tenu de l'importance de notre thème. Pas de détour donc, le temps nous étant compté. La première question à vous, Mohsen Chirara. Est-ce que vous sentez une volonté étatique pour harmoniser et donc pour optimiser tout notre patrimoine infrastructurel au Sénégal? Parce que, comme on l'a dit, on a un patrimoine infrastructurel assez important. Est-ce que vous sentez que l'État s'y met parfois avec une bonne volonté pour organiser et aider un peu à une meilleure optimisation? Mohsen Chirara. Bonjour Ousmane. Encore une fois, bonjour à tous les panélistes et collègues que je côtoie souvent. Alors, je pense que oui, l'État a mis toutes les dispositions aujourd'hui en termes de loi, notamment avec la loi sur le partage d'infrastructures, avec le régime d'autorisation pour les opérateurs d'infrastructures, oui. et notamment. Donc, aujourd'hui, je ne crois plus qu'il y ait de freins pour mettre en place tous les dispositifs qu'on a besoin pour pour ce fameux partage d'infrastructures. Aujourd'hui, on a également la RTP qui est venue avec une décision en fin 2018, si ma mémoire est bonne, pour également mettre un coût au niveau du catalogue d'interconnexion au niveau des backhauling, avec des coûts qui sont maintenant très raisonnables. Oui. Donc aujourd'hui, on va dire que l'environnement est là, mais sur le terrain pratique, on a encore pas mal de chemin à faire. Il y a également la fibre de toute l'infrastructure de l'ADIE, oui, qui est également à disposition en termes de partage, mais je crois que à un moment donné, il y avait des initiatives, un appel d'offres avait été lancé pour sélectionner un opérateur d'exploitation, une entreprise pour exploiter ce réseau-là. Donc, je pense que les initiatives sont là, elles n'ont pas encore abouti. Je pense qu'il est temps de mettre l'accélérateur dessus, parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, chaque opérateur est en train de tirer sa fibre. oui. Le partage ne se fait pas peut-être pour les grandes lignes, les grands axes, mais en réalité, il y a beaucoup de redondance et c'est une véritable perte d'énergie et surtout un coût au finish qui est répercuté directement chez le consommateur, alors qu'une mutualisation permettrait vraiment de baisser les coûts. Mis à part ça, je pense qu'il y a également, on en parlera peut-être plus tard, Oui. le dégroupage de la fibre fera partie des choses qui permettent vraiment de vulgariser cette fibre-là, et en même temps de permettre à également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fait qu'un opérateur d'infrastructure, une fois qu'il va être choisi, doit avoir tous les opérateurs autour de la table pour qu'ils puissent bénéficier d'un business plan, d'un business case qui soit rentable. J'ai cru lire, et là je m'adresse un peu à Samba, c'est peut-être un peu prématuré ou autre, j'ai cru lire que Free avait peut-être vendu son infrastructure à Helios Towers, en tout cas c'est en gestation.
Donc voilà on va dire des initiatives qui me montrent que réellement il y a peut-être un potentiel là-dedans. Voilà un peu la position, on va dire, de notre secteur optique. Merci beaucoup, Mohsen Chirara, directeur général de Arc Informatique et membre historique dès le départ, tout comme Membre du bureau, oui. Voilà, membre du bureau d'Optique dès le départ. Donc, l'organisation des professionnels des TIC qui regroupe, comme le nom le dit, les professionnels du secteur numérique au Sénégal. Merci encore une fois d'avoir rejoint notre série de panels, les Covitech. Est-ce que Hachim Ndiaye est là? Parce que je le vois, mais je vois que son micro est fermé. Hachim Ndiaye. Bonjour Ousmane. Merci à tous pour en fait l'invitation et surtout je me réjouis d'être sur le même panel avec autant de compétences et d'amis parce que nous formons donc dans l'écosystème numérique une famille parce que Oui. ayant eu en fait à plusieurs occasions la possibilité de coopérer, de collaborer. Donc, je me réjouis vraiment de l'importance de ce panel aujourd'hui. Donc, je salue Mohsen, Samba, donc, que je connais depuis longtemps, Khalidou, qui est un ami de longue date, Aruna aussi, on vient juste de terminer une réunion ensemble, Manel, qui est mon ami et collaborateur, etc. Donc, Ousmane aussi, je vous remercie pour vraiment vos initiatives pertinentes dans le domaine du numérique. Ça me démontre encore une fois que vous avez votre engagement en bandoulière et ça ira, on le souhaite, on croise les doigts. Ça ira là où vous voulez que ça aille. Merci. Merci beaucoup Hachim Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le directeur des TIC au ministère de l'économie numérique et des télécoms. Alors, on parlait avec Mohsen Chirara tout à l'heure de comment organiser tout cela pour que tout ce patrimoine disons, infrastructurel côté numérique nous servent davantage, en tout cas mieux qu'avant. On a parlé d'un décret qui organisait un peu ce partage. Alors, après ce décret, où est-ce que vous en êtes déjà? Mettez-nous un peu à jour, Hachim. Ce décret, il a donné quoi? Merci Ousmane pour m'avoir interpellé sur cette question et je crois que je serai à l'aise pour vraiment répondre à votre question, à votre interpellation. Aujourd'hui, moi, je crois qu'au Sénégal, il faut se réjouir et je veux s'enorgueillir de cette situation qui nous permet d'avoir quelque chose de très difficile, c'est-à-dire avoir un plaidoyer au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau du top management. Vous le savez, depuis l'avènement du président Macky Sall, le numérique a été donc placé donc dans la politique stratégique du gouvernement du Sénégal avec le PSE comme étant un élément capital, ou bien l'infrastructure surtout, comme un élément capital de connectivité pour permettre d'éclore vraiment tous les services qui sont attendus et qui sont demandés donc par les citoyens. Donc, ceci nous amène à donc aborder une question importante de réforme du secteur. Et cette réforme a abouti vraiment à créer des leviers très importants pour le doing business donc au Sénégal, surtout dans le secteur du numérique. Et vous l'avez évoqué, Mohsen est revenu là-dessus. Je crois que l'environnement aujourd'hui est plus que favorable pour quand même qu'il y ait vraiment un exercice normal et vraiment intelligent et même rentable des choses à travers, je veux dire, des mesures réglementaires et des décisions stratégiques, le partage d'infrastructures, évidemment, le décret est là, l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures aussi est là. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, tous les éléments, tous les ferments sont là pour que les acteurs puissent jouer le vrai rôle. Évidemment, nous ne sommes pas sans difficulté dans les... Mais aujourd'hui, moi, je crois que sur le plan dispositif, la politique a déjà donné une bonne déclinaison stratégique. Les acteurs sont conscients de l'importance de l'infrastructure dans leur activité. Et moi, je crois qu'il faut simplement essayer donc de faire plus une mise en cohérence pour que la mayonnaise prenne donc dans les meilleures conditions. Oui, mais concrètement, Hachim, depuis ce décret,
Bien sûr, on sait qu'il y a quelque chose qui s'ensuit pour qu'on passe carrément aux choses sérieuses, comme disait l'autre. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on avance? Mais vraiment rapidement, hein, c'est juste une mise à jour que vous nous donnez, parce que ça, c'est juste un préalable, quoi. On va arriver au cœur un peu du débat. Oui, le décret, il est réel, il est en application. L'autorisation d'infrastructure est réelle. Les Oui. demandes pour les opérateurs d'infrastructure, on en a sur le pipe. Hein. Bon, je ne sais pas. Oui. Maintenant, qu'est-ce que les gens attendent? Peut-être que ce sont les business models qui ne réussissent pas comme on l'entend, mais sinon, je crois que toutes les discussions sont prises. Kalidou, je parle sous le contrôle de Kalidou. Oui. On a reçu des demandes d'opérateurs d'infrastructure, donc des demandes qui sont en étude pour la réalisation. Moi, je ne sais pas. De toute façon, le gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour que vraiment l'exercice, je veux dire, des télécommunications ou bien l'exercice des services de télécommunications se fasse. Bon, en dehors de cela aussi, aujourd'hui, l'ADIE est en train de capitaliser une infrastructure de souveraineté qui est importante, qui est recensée. Oui. Il y a une politique incitative pour l'implication des collectivités locales et territoriales donc dans le déploiement de l'infrastructure, parce que des initiatives, ce qu'on appelle RIP, les initiatives, les réseaux d'initiatives publiques sont là, donc il y a toutes les dispositions de la loi sont aussi favorables pour que ça se fasse. Merci pour moi, il n'y a pas de blocage. Oui, merci Hachim Ndiaye. Alors, Kalidou Gaye, le directeur, j'allais dire général, mais Abdouli pourrait me corriger un peu. Le directeur des affaires juridiques de la RTP, Kalidou Gaye, vraiment merci à vous aussi de faire partie des nôtres hein, cet après-midi. Alors, maintenant que ce décret-là passe, c'est quoi la suite? Vous, je veux dire, vous concrètement, du côté de la RTP, c'est quoi un peu déjà l'existant en termes de réflexion et d'action pour qu'on aille vers une meilleure optimisation de la ressource infrastructurelle? Voilà, merci Ousmane. Tout d'abord, je voudrais vous remercier très chaleureusement. Je vous en prie. Adresser un bonjour chaleureux à cette auguste assemblée composée de grandes figures hein, du numérique. Hein. Je ne vais pas les citer, mais c'est pour moi une belle occasion de leur faire un bonjour fraternel. Voilà. Donc, c'est tous mes frères et des gens que je respecte bien. Je pense que la question que vous avez posée, elle est une question extrêmement importante. Et ce qu'il convient de faire de façon précise, je voulais rappeler le contexte dans lequel, en tout cas, ces textes-là ont été adoptés. Et parlant du décret, parce qu'en 2016, l'État du Sénégal a adopté 2 décrets qui concernent les infrastructures. 2 décrets qui se suivent d'ailleurs. Le décret 2016-1987, je sais pas, voilà, donc parle du partage d'infrastructures. Et l'autre décret 2016-1988 parle de l'opérateur, de l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures. Donc, c'est 2 décrets que l'État du Sénégal a adoptés. Seulement, le seul problème qui s'est posé, c'est-à-dire que ces décrets devraient être mis à jour après l'adoption de la loi portant code des communications électroniques. 2018. Voilà, très bien. Voilà. Donc, cette mise à jour devait intervenir. Mais néanmoins, moi, je vous dis que, en ce qui concerne le partage d'infrastructures, le fondement, c'est le code des communications électroniques qui pose le principe. Voilà, qui pose que le principe du partage d'infrastructures et que même un opérateur qui refuse doit motiver son refus. Voilà. Donc, le principe, il est acquis. Maintenant, le décret revient sur un certain nombre de détails, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre. Voilà. Donc, on a une procédure à suivre. Oui. Il y a les de traitement. Voilà. Il y a aussi le contenu de la demande elle-même. Voilà, en termes d'objets, de l'autorisation, de configuration technique de l'infrastructure, des conditions d'accès, etc., etc. Et il y a aussi la procédure d'attribution, voilà, qui demande au candidat un certain nombre d'informations. Et donc, vous voyez un certain nombre d'éléments que le décret met en place. Seulement, pour la plupart, en tout cas, des actes à poser, le dit décret renvoyait à une décision du régulateur. Mais aujourd'hui, le régulateur est en train de travailler effectivement sur ces questions-là.
pour asseoir un projet, une décision vraiment qui fédère tous les souhaits des acteurs du numérique. Ça, c'est le décret qui concerne donc le partage d'infrastructures. Parallèlement, il y a aussi un décret qui organise l'opérateur d'infrastructure, parce que le code avait juste posé le principe. Oui. Et la loi de 2018 a repris ce principe-là. Maintenant, le décret aussi revient sur les détails. Comment ça doit se faire? Voilà. Quel est le statut de la société qui doit le faire? Est-ce que la société a le droit de vendre au public? La réponse, elle est négative. Donc, un certain nombre de points. Quels sont les délais d'instruction des dossiers? Voilà. Donc, autant de questions que ce décret-là, je pense que ce panel ne nous permet pas de revenir en profondeur sur ces aspects. Ce qu'il convient de retenir, in fine, c'est qu'aujourd'hui, le cadre juridique concernant le partage d'infrastructures est très favorable. Oui. Le texte aussi juridique concernant l'accueil d'un opérateur d'infrastructure aussi est favorable. Et pour rejoindre Hachim aussi, effectivement, il y a des dossiers qui sont reçus de part et d'autre pour des demandes d'opérateurs d'infrastructure. Ça transite par le ministère et l'instruction est faite auprès de l'autorité de régulation qui met en place une commission, voilà, qui est composée par la présidente de la République, le ministère des Finances et le ministère des chargé des communications électroniques, entre autres. Voilà, donc c'est en gros l'état actuel donc, des infrastructures en ce qui concerne l'aspect textuel. Seulement, je ne veux pas être long, mais... Oui, rapidement, oui. De notre domaine aussi, parce qu'il y a un autre régime qui est soumis à l'autorisation, c'est les infrastructures alternatives. C'est-à-dire que ceux qui ont une infrastructure de télécommunication, qui s'utilisent pour leur propre consommation, mais qui comportent un excédent de capacité qu'ils peuvent vendre. Ceux-là sont soumis au régime de l'autorisation. Le cas de l'ADE est un cas vraiment à discuter. Je pense que l'État a aujourd'hui pris en charge ce cas-là. Et je pense que c'est une excellente chose parce qu'il y avait quelques soucis au niveau juridique parce que l'ADE ne peut pas intervenir sur le marché comme acteur direct. Il fallait donc passer de manière peut-être détournée par d'autres mécanismes pour permettre à l'ADE de commercialiser, par exemple, l'excédent de capacité et de s'ouvrir aux autres acteurs. Mais c'était juste des écueils juridiques qu'on pourrait contourner de façon intelligente. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal s'y est attelé. Voilà, brièvement. Merci, Ousmane. Merci beaucoup, Khalidou Gaye, directeur des affaires juridiques de l'ARTP. Vous parliez de l'ADIE, Aruna Diallo et le représentant de l'ADIE dans ce panel, Aruna Diallo, que nous remercions également pour faire partie des panélistes de cet après-midi. Alors, Aruna, on ne va pas refaire un peu l'actualité. On sait que ça avait marqué l'actualité lorsque l'ADIE avait voulu mettre, disons, à la disposition des autres acteurs son excédent de ressources. Khalidou vient d'en parler. Mais vous au niveau de l'ADIE, comment est-ce que vous voyez cette nécessaire, disons, cette nécessité de partage, cette nécessité de mutualisation de l'infrastructure? Vous la voyez comment, cette nécessité, cette obligation? Parce qu'on sait naturellement qu'il faut forcément qu'on aille vers la mutualisation, vers le partage. Du côté de l'ADIE, est-ce que vous êtes prêts? La réponse est oui, parce que vous voulez y aller. Actuellement, ça a donné quoi d'ailleurs, cette actualité avec l'ADIE qui voulait mettre son surplus de capacité à la disposition des autres acteurs? Ça a donné quoi finalement? Merci beaucoup Ousmane. De toute façon, je remercie beaucoup pour cette activité-là. Je remercie également l'ensemble des autres participants au panel parce que quand même c'est un milieu où on se connaît pratiquement tous. C'est tous pratiquement des collègues avec qui on se rencontre très souvent, on échange très souvent. Et donc, sur la question précisément, je pense que l'ADIE a toujours œuvré dans ce sens. Depuis, je peux dire, depuis que l'ADIE existe, parce que déjà, il y a eu un premier niveau où en réalité, niveau État déjà, où l'ADIE, quand l'ADIE venait, l'ADIE a trouvé en place beaucoup d'autres acteurs qui avaient des infrastructures. Donc, étant donné la transversalité des missions de l'ADIE, l'ADIE a tout œuvré dans le cadre de la mutualisation et du partage d'infrastructures donc entre les structures de l'État. Et dans ce sens, donc l'ADIE a toujours travaillé pour essayer de fédérer en tout cas l'ensemble des réseaux qui existent au niveau de l'État.
Donc ça, c'est une activité vraiment que l'ADE mène. Et l'ADE aussi a fait une ouverture. L'ADE a fait une ouverture donc vers les autres acteurs. L'ADE a fait une ouverture vers les autres acteurs pour vraiment aller vers le partage et la mutualisation de l'infrastructure. Et donc, l'ADE a conduit plusieurs projets dans ce sens. Donc, un projet que nous appelions CCNP, c'était un cadre de concertation pour aider à ce que les acteurs qui ont de l'infrastructure puissent travailler ensemble. Parce qu'au-delà de la question de partage et de mutualisation, il y a des questions opérationnelles qui se posent sur ces infrastructures. Parce que beaucoup d'acteurs ont aujourd'hui des infrastructures. Et avec les travaux routiers qui ont, l'infrastructure est très souvent sujet donc, à des incidents. Et tout ça est, généralement, c'est des incidents que soit que l'ADE impacte l'infrastructure de la Sonatel, de Tigo ou vice-versa. Et donc, à un moment donné, il fallait que les acteurs là se regroupent pour essayer de créer un cadre de coordination pour au moins pouvoir assurer une certaine pérennité pour leur infrastructure. Et donc, l'ADE a mené des activités dans ce sens, regrouper tous les acteurs, donc y compris l'AGEROUTE aussi, qui joue un rôle important dans ça, parce que c'est l'AGEROUTE qui donne plus ou moins les autorisations, en tout cas quand un acteur veut établir un réseau fibre optique, parce que généralement c'est le long des axes routiers, il y a toujours l'autorisation de l'AGEROUTE derrière. Donc l'ADE vraiment a toujours œuvré dans ce sens-là, pour essayer au moins d'avoir un cadre de concertation entre les différents acteurs qui peut conduire vraiment à aller vers le partage d'infrastructures. Donc là où tel acteur n'est pas, que l'autre acteur puisse un peu assurer le prolongement de son infrastructure, donc faire un peu la même chose entre les différents acteurs. Donc c'est un travail vraiment que l'ADE a mené, donc Alain, mais il y a toujours quand même des blocages, hein, parfois en termes de prérogatives, parce que certains soulèvent la question que telle activité n'est pas de la prérogative de telle structure. Donc il y a toujours ces problèmes-là qui ont toujours opposé, qui font qu'en réalité, certaines initiatives sont bloquées. Donc ça, c'est quelque chose à souligner. Mais pour le partage avec le secteur, je pense, là aussi, l'ADE a travaillé dans ce sens, hein, ça, il faut le dire. Bon, Khalidou semble dire que la loi, l'ADE n'a pas le droit, mais ça, c'est un débat auquel peut-être c'est pas le lieu de le faire, mais la loi permet l'ADE de commercialiser. Hein. Maintenant, par quel moyen ça doit être fait, ça, on peut le discuter. Mais la loi, en tout cas, jusqu'à ce que le nouveau code arrive, et même le nouveau code n'a pas substantiellement modifié la donne, parce qu'il a tantôt parlé des infrastructures alternatives. Donc, toutes les entités, et là, ce n'est pas exclu, que vous soyez de l'État, que vous soyez du privé, tant que vous avez une infrastructure alternative que vous utilisez pour vos propres besoins, et derrière, vous avez des surcapacités, ces surcapacités, vous pouvez les commercialiser. En gros, c'est ça que dit la loi, et que l'ADE est bel et bien dans ce cas de figure. Et sur ça, l'ADE mène des activités, ça on ne le cache pas, on le dit ouvertement. L'ADE mène des activités, nous avons commencé à mettre à disposition nos surcapacités à tous les acteurs, hein, y compris les opérateurs, y compris les FAI, eux tous aujourd'hui, ils bénéficient de nos surcapacités, donc ils l'utilisent. Donc l'idée, c'est vraiment de créer, parce qu'on ne peut pas laisser, voilà, la tendance, c'est de faire en sorte que les infrastructures qui existent puissent bénéficier à tous les acteurs. Si on veut développer le secteur, c'est le principe qui doit nous guider tous. Parce que si on veut créer, si chacun veut mettre en place sa propre infrastructure, donc vous voyez déjà la lourdeur que ça entraîne, les impacts que ça peut poser, et même au niveau de l'environnement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est souhaité. Donc il va falloir, on peut faciliter cet aspect. Maintenant, pour satisfaire l'ensemble des acteurs, l'ADE travaille actuellement pour trouver un partenaire qui va assurer l'exploitation et la commercialisation des
de ces surcapacités. Ça, c'est juste pour faire taire un peu le débat qui se posait, l'ADE peut le faire, l'ADE ne peut pas le faire. Donc maintenant, la tendance, c'est ça. Et donc, cette procédure est quasiment arrivée à terme. Donc, il reste simplement maintenant de finaliser et de pouvoir aller vers ça, de sorte qu'on puisse avoir un partenaire qui va assurer l'exploitation et la commercialisation des surcapacités que nous mettons donc à l'endroit des opérateurs. Merci. Maintenant, juste un point. Rapidement, s'il vous plaît. On fait le tour et on va approfondir davantage. On a parlé de la loi sur un opérateur d'infrastructure. Moi, je pense quand même que cette loi, aujourd'hui, dans le contexte actuel, un opérateur d'infrastructure qui arrive, c'est-à-dire quel va être son business model. Est-ce que lui, il va mettre en place une infrastructure, il va racheter les infrastructures existantes, quel va être vraiment le business model? Je pense qu'il va falloir approfondir un peu la réflexion dans ce sens. C'est noté. Pour on peut inciter les acteurs à venir pour pouvoir vraiment. Parce que s'ils veulent reconstruire une infrastructure, je ne trouve pas ça pertinent, étant donné que l'infrastructure existe déjà, les acteurs ont leur infrastructure, c'est de voir réellement comment est-ce qu'ils peuvent venir bénéficier de ce qui existe et de pouvoir avoir quelque chose qui puisse lui faciliter de se retrouver là-dedans. Merci beaucoup Aruna Diallo. C'est noté Aruna Diallo qui représente l'ADIE dans ce panel. Il y a beaucoup de questions qui concernent bien sûr l'ADIE et qui regardent la RTP simplement en tant que gendarme du secteur, arbitre un peu du jeu. Une question de Ramatoulaye Ndoye, de Mohamed Moussa, Mohamed Moussa par 2 fois. Je sais que Khalidou Gaye a vraiment du boulot, hein, parce qu'il y aura beaucoup de questions qui regardent la RTP naturellement. C'est pour ça que nous avons fait venir tous les acteurs afin qu'il y ait un échange qui permet d'évoluer sur cette problématique importante. Samba Koueta? Oui. Samba, je rappelle que vous êtes le directeur technique de Free. Hein? Free qui a fait l'actualité cette semaine, on n'y reviendra pas, elle a été assez commentée et puis assez traitée. Mais avec vous, écoutant Aruna Diallo tout à l'heure, est-ce que la mise en place d'une société qui centralise tout, qui gère l'infrastructure, hein, je vole un peu une idée de Amadouli parmi les discutants qui va prendre la parole plus tard. Il me rappelait que l'Australie a par exemple mis en place une société qui gère l'infrastructure globalement au niveau. Est-ce qu'on ne devrait pas y aller par exemple? Est-ce que ça n'aurait pas aidé un peu à faire évoluer la réflexion du côté de l'optimisation de l'infrastructure? Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci à l'ensemble des panélistes que je salue et à l'ensemble des auditeurs. Alors, votre question est d'autant plus pertinente que si vous parlez d'opérateurs d'infrastructure, mais généralement, si nous prenons le cas de la fibre optique, par exemple, la fibre optique qui a été réellement construite par l'ADIE depuis maintenant plusieurs années et qui est l'une des plus grandes fibres optiques du pays, qui couvre l'ensemble des capitales régionales. C'est important aujourd'hui de pouvoir réellement passer à une autre étape. Une autre étape, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de pouvoir regarder comment faire une commercialisation de cette fibre optique-là. Tout d'abord parce qu'elle est sous-utilisée dans un premier temps, dans un second temps parce qu'elle atteint des localités qui ne sont pas qui ne sont pas correctement couvertes par l'ensemble des opérateurs. Et les opérateurs, quels qu'ils soient, aujourd'hui sont intéressés à avoir cette capacité. Maintenant, comment le faire? Est-ce que c'est à travers un opérateur d'infrastructure? Nous sommes persuadés que ceci devrait être la meilleure approche, c'est d'avoir un privé qui a un certain nombre d'obligations et qui a aussi un certain nombre d'obligations sur la partie qualité, parce que l'un des points
les plus importants avec aujourd'hui la fibre de l'ADI sur lesquels nous sommes tous conscients de son existence, c'est au niveau opérationnel, comment va se passer les réparations de câbles, comment va se passer le last mile, etc. Donc, pour nous, il faut vraiment toute une organisation. Il faut un cahier des charges qui soit bien précis, accepté par un organe qui a son organisation au niveau de l'ensemble du pays, donc qui puisse réellement vendre cette surcapacité aux différents acteurs que sont les télécoms, que sont les FAI. Nous sommes persuadés aujourd'hui que ceci devrait être la meilleure approche et nous sommes vraiment dans l'attente réellement de savoir qu'est devenu l'appel d'offres qui a été fait dans ce sens, parce que nous estimons aujourd'hui que c'est vraiment la meilleure approche. La meilleure approche en termes d'infrastructure, c'est de responsabiliser avec des opérateurs d'infrastructure qui ont des cahiers de charges bien précis et qui ont un seul intérêt, c'est de vendre au maximum aux différents opérateurs pour pouvoir réellement rentabiliser leur business. Merci, merci Samba. Hachim Ndiaye. Hachim Ndiaye. Vous voulez que je réagisse par rapport à ça? Oui, mais vraiment une question complémentaire. Ce n'est pas pour développer, ça permet d'éclairer un peu le propos, de répondre un peu à Samba, après on avance. Les opérateurs d'infrastructure, comme l'a dit Samba, on y est, mais depuis lors, ça n'a pas donné grand-chose, en tous les cas officiellement ou publiquement. Actuellement, on en est où pour ce qui est de ces opérateurs d'infrastructure? Oui, sur les opérateurs d'infrastructure, encore une fois, Khalidou vous l'a déjà dit, hein, les dispositions réglementaires sont là, donc le cadre est favorable, mais aussi il faut voir au-delà de cela ce qu'on appelle un peu le business model que les opérateurs ou bien les demandeurs fournissent. Et il y a des conditionnalités qui sont liées un peu à la rentabilité de l'infrastructure ou bien à la rentabilité du business, pour éviter dans l'avenir que des écueils ou bien que des problèmes puissent se poser. Sur l'opérateur d'infrastructure public, c'est-à-dire l'opérateur de souveraineté, la formule n'est pas mauvaise. Ça dépend de l'approche. Il y a des pays qui ont une infrastructure de souveraineté qui se mettent, je veux dire, à la place des opérateurs télécoms naturellement et qui constituent vraiment des acteurs alternatifs dans le développement du numérique ou bien de l'écosystème numérique. Mais faudra-t-il qu'il y ait vraiment une analyse approfondie de ces genres d'approches pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, l'infrastructure de l'ADE en tant qu'infrastructure, je veux dire, d'une capacité excédentaire, elle est éligible, mais il faudra aussi que les dispositions que l'État doit prendre puissent être des dispositions qui ne gênent pas l'environnement du doing business. Donc, sur le plan, si vous voyez que le régulateur, des fois, présente des réticences, c'est pour éviter un certain déséquilibre au niveau de l'environnement du doing business. Donc, on est régi par des lois, on est régi par un code de communication électronique. Il faut aussi que dans l'avenir, qu'on n'ait pas de reproches venant des investisseurs. Il ne faut pas décourager l'investissement par des mesures qui peuvent demain, en fait, je veux dire, rendre moins attractif, je veux dire, la destination sénégalaise en matière d'investissement. Ce que Aruna a proposé tout de suite, c'est le même tempo, en fait, la même topo qu'on est en train de faire avec Sogem. Moi, je suis un acteur, je veux dire, très dynamique dans Sogem avec la vente de la surcapacité sur le CGFO. Mais dans cette approche de Sogem, on veut confier l'infrastructure à un opérateur en concession. Donc aujourd'hui, les appels d'offres sont lancés pour que la surcapacité de Sogem en tant que, je veux dire, opérateur électrique puisse être valorisée et soit remise à ce qu'on appelle un opérateur de télécommunication qui a deux métiers. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est aller dans un sens où vous ne faites pas votre métier, mais vous avez plutôt l'option de faire. Moi, je crois que c'est mieux. Confier la gestion à un opérateur de métier, c'est ça qui est l'idéal. Parce que rien n'empêche les infrastructures publiques d'être compétitives
dans le, je veux dire, dans le tissu économique ou bien dans le tissu des télécoms. Pourquoi? Parce que simplement, l'objectif principal de l'État, c'est de démocratiser l'accès à l'infrastructure et de développer mieux de connectivité parce qu'il y a beaucoup d'applications qui nous attendent et c'est des applications de développement, la e-santé, l'e-agriculture, mais pratiquement tous les services qui ont une bonne, je veux dire, un bon besoin ou bien un besoin bien appréciable de capacité ou bien de connectivité. Merci. Merci beaucoup. Merci Hachim Ndiaye. Mohsen Chirara, là, je ne pose pas de questions. Vous réagissez un peu à ce qui a été dit? Bon, en fait, je pense que tout est dit, hein. La loi est là, les décrets sont là, la volonté est là. Maintenant, il faut qu'on mette le pied sur l'accélérateur, ouvrir les vannes pour que les acteurs vraiment puissent s'y retrouver. Je pense réellement qu'il ne reste qu'à l'État de vraiment dénouer la situation. S'il y a des goulots d'étranglement quelque part pour sélectionner des opérateurs d'infrastructure, je pense que comme Samba Koïta l'a dit, le secteur privé est prêt à accueillir cela. Merci. Mohamedou Lamine, vous n'avez pas encore pris la parole. Mohamedou Lamine est donc en charge. Thiam. Oui, Mohamedou Lamine Thiam, excusez-moi. C'est vrai que c'est parce que la première fois j'ai mis Nian. Après, je me suis corrigé, mais c'est plutôt la première écriture qui est restée. Désolé, Mohamedou Lamine Thiam. C'est pas grave. Votre regard un peu sur tout ce qui a été dit, vous qui observez un peu notre actualité à partir d'ailleurs, avec bien sûr une expérience sénégalaise et française sur la question, vous en pensez quoi globalement? Oui, je vous remercie, M. Gué, encore une fois. Je vous en prie. En fait, c'est un bon panel où on a vraiment les experts. Et puis, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus en ligne avec ce qui se passe sur le pays et d'apporter aussi en fait, notre contribution là-dessus. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit M. Chirara, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par l'État. Donc, ça reste l'État quand même au niveau dans le code des télécommunications avec la nouvelle loi sur le partage d'infrastructures et aussi sur l'opérateur d'infrastructures. Mais alors là aussi, il faudrait se poser pas mal de questions. Ça soulève aussi certaines questions. C'est qu'aujourd'hui, en fait, sur quel modèle on va sélectionner un opérateur d'infrastructure, sur quelle base tarifaire on va les appliquer. Ça, c'est déjà une question. Et sur les opérateurs aujourd'hui existants qui sont là, que ce soit Sonatel ou Tigo ou Expresso, aujourd'hui, est-ce que la RTP a les outils nécessaires pour la tarification? Parce que c'est bien beau d'appliquer une loi pour dire le partage. On partage quoi? On partage le mobile, sur la fibre optique. Est-ce qu'on loue la capacité ou est-ce qu'on donne carrément une fibre noire? Il y a plein de choses, il y a plein de questions de ce genre. Donc aujourd'hui, au-delà de ces questionnements, ça revient aussi entre la RTP et l'ADIE que j'ai eu tout à l'heure comprendre le ministère de l'Intérieur, le ministère des télécoms, de l'économie numérique, qui parle d'infrastructure, d'opérateur d'infrastructure, en fait, qui va être sélectionné. Et là, j'ai cru comprendre que l'ADIE semble faire un peu pareil. Et donc, ça aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire clairement le rôle de l'ADIE et quelle est sa politique tarifaire en matière de partage d'infrastructures? Parce que aussi, on parle des télécoms, c'est pas n'importe quel secteur, c'est pas n'importe quelle industrie. Aujourd'hui, j'ai participé à une mission avec l'OMVG qui aussi voudrait vendre l'excédent capacitaire de 700 km, je crois, à l'intérieur du Sénégal. Donc aujourd'hui, il n'y a pas moins d'alternatives. En fait, il n'y a pas moins d'acteurs qui rentrent un peu en jeu. On a parlé tout à l'heure de Tao & Co, qui semble acheter des tours avec Free. Donc ça, aujourd'hui, donc, il y a plus d'acteurs. Mais aujourd'hui, la principale question, c'est comment est-ce que la RTP, le régulateur, compte gérer tout ça? Comment est-ce qu'il compte mettre en place une tarification juste et fiable et efficace? Merci beaucoup, Mohamed. Je pense que la RTP pourra nous éclaircir un peu dessus et après, on va aller un peu
plus en détail dans les prochains points. Excellent. Khalidou Gaye? Merci Ousmane. Je pense que c'est une question très pertinente. Oui. Je voudrais juste préciser que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement juridique est favorable, même s'il faut mettre à jour ces textes de 2016, voilà, à l'aune de la loi de 2018. Ça, c'est une première étape. Mais pour répondre à la question de M. Thiam, oui. Ce qui convient de préciser, c'est que l'opérateur d'infrastructure, il intervient dans le marché de gros. Voilà, dans le marché de gros, parce que c'est un opérateur de gros. Dans le marché de gros, d'autant plus qu'il n'a pas le droit de vendre au public directement. Il vend aux opérateurs et aux autres acteurs de l'écosystème. Maintenant, quand on parle de tarifs de gros, il y a des principes fondamentaux qui les gouvernent. C'est l'orientation des tarifs vers les coûts. Et là, pour vous donner des assurances, l'ARTP a tous les outils qu'il faut donc pour réguler ce genre d'acteur dès qu'il sera sur le terrain. Ça c'est clair. C'est des assurances que nous vous donnons. Voilà. Maintenant, par rapport au business model, effectivement, c'est des questions économiques. Hein. C'est fondamental de statuer sur le business model et puis de voir aussi les priorités. Les priorités, parce qu'un opérateur d'infrastructure, il détient une infrastructure. Maintenant, quelle est la nature de cette infrastructure? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit accueillir un opérateur d'infrastructure qui va mettre en place un réseau de fibre optique? C'est une question. Est-ce que le besoin se trouve sur la nécessité d'accueillir un opérateur d'infrastructure qui va faire atterrir d'autres câbles sous-marins? C'est des questions sur lesquelles je pense qu'il faut que tous les acteurs statuent pour voir quelles sont les priorités afin de s'orienter vers les meilleurs business models. Voilà. Mais ce qu'il convient de retenir, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dossiers qui ont été reçus qui concernent certains opérateurs, comment il s'appelle, la fibre optique, d'autres câbles sous-marins, mais qui n'ont pas abouti. Qui n'avaient pas abouti, jusqu'à présent, qui n'ont pas abouti, parce que à l'état de l'instruction, c'était des dossiers qui n'étaient pas recevables à 100%. Voilà. Je ne voulais pas peut-être violer le secret de l'instruction, oui. Voilà, mais sachez qu'à ce jour, effectivement, il y a des demandes d'opérateurs d'infrastructure, voilà, et qui sont en train d'être instruites, et que l'ARTP, de concert avec la commission dont je viens de parler tout à l'heure, va statuer sur les meilleurs business models. Mais en tout état de cause, les conditions sont réunies et que l'ARTP a les moyens d'accueillir des opérateurs d'infrastructure, mais aussi de les réguler dans le marché de groupe. Merci. Oui, parlant de régulation, rapidement, Khalidou Gaye, je vous relance un peu avant de passer la parole à votre copanéliste. L'arrivée, souhaitée ou non, mais il faut qu'ils arrivent. Hein, ça c'est moi qui le pense. Hein, ce n'est pas un plaidoyer. Parce que je me dis, moi, clairement, le citoyen sénégalais qui ne connaît rien au code des télécoms, je me dis que l'ADIE a un surplus, par exemple, de capacité. C'est le cas, par exemple, de Sénélec. Des acteurs comme ça, naturellement, qui sont peut-être plus puissants que d'autres, parce qu'étant du côté de l'État, s'ils arrivent sur le marché, quelle devrait être d'abord la politique pour bénéficier naturellement de leurs ressources, mais après, quelle devrait être la bonne stratégie pour qu'ils n'écrasent pas les autres si on parle de marché? OK. La question que vous posez est plus complexe qu'on le pense. Hein, oui. Qu'on le pense, fondamentalement, notamment la question de l'ADIE. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était des écueils juridiques qui étaient à la base. Malheureusement, bon, peut-être c'est voulu aussi. C'était, ça veut dire que c'est levé. Voilà. Non, ce n'est pas levé. Ah, d'accord. Parce que le code actuel aussi est revenu à la charge. Le code qui est en vigueur. C'est la raison pour laquelle l'État a effectivement l'État est sensibilisé parce qu'il y a eu quelques soucis. Le souci, il est le suivant. C'est-à-dire que dans l'ancien code bon, je dirais ancien, mais dans le code des télécommunications de 2011, oui. Le champ d'application excluait les installations de l'État. Voilà. Cette exclusion, du coup, a comme conséquence fondamentale donc la non-application des textes. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Si on vous essaie, me suivez. On essaie. Moi, j'essaie en tout cas, oui. Voilà, très bien. Donc, ce n'est pas la peine donc, de revenir sur les détails. Donc, sur la base de ça, tous les acteurs s'étaient réunis pour voir quel est le moyen
d'aider l'ADE, parce que nous, on est pour que l'ADE vraiment puisse vendre son excédent de capacité, et c'est important même pour l'écosystème. Mais la conclusion, c'est que l'ADE ne pourrait pas le faire de façon directe. Maintenant, les schémas sont possibles. Il y a beaucoup de schémas qui sont possibles. Je pense qu'avec la Banque mondiale, l'ADE, je pense qu'ils ont trouvé un moyen quand même de vendre l'excédent de capacité sans pour autant enfreindre la législation en vigueur. Mais l'écueil, c'était vraiment un écueil juridique. Maintenant, les régimes sont différents. Oui. Parce que le régime de l'opérateur d'infrastructure, il est différent du régime de l'opérateur alternatif. Voilà, disposant d'une infrastructure alternative. C'est-à-dire que l'opérateur qui dispose d'une infrastructure alternative, lui, il a une infrastructure de télécommunication, mais qui utilise pour ça, pour ses propres besoins. Voilà, qui ses propres besoins, mais il dispose d'un excédent de capacité. Maintenant, on lui donne la possibilité de vendre cet excédent de capacité aux opérateurs de télécommunication, pas au public, mais aussi à l'État. Voilà. Donc, c'est des régimes vraiment juridiques qui sont différents, qui sont tous dans le régime d'autorisation, mais avec des approches différentes. Parce qu'en ce qui concerne l'opérateur d'infrastructure, le Sénégal, ce n'est pas le régime de la licence, c'est-à-dire que c'est la société candidate qui décide de déposer un dossier auprès de l'État. Et le dossier, il est déposé auprès du ministère en charge des communications électroniques, qui le transmet dans un délai imparti par le décret à l'ARTP pour instruction, et l'ARTP met en place une commission. Donc, c'est des trucs, c'est différent. C'est des régimes juridiques d'autorisation, mais avec des procédures différentes. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'on accueille des opérateurs d'infrastructures. Voilà. Et le cas de l'ADE, je pense que l'État est en train de statuer pour lever les écueils. Merci Khalidou. Samba Koita, votre regard un peu sur ce cas ADE? Alors, mon propos sera le suivant. Oui. Quels que soient aujourd'hui les points de blocage qui existent sur la partie juridique réglementaire, nous, les acteurs du secteur, nous disons que ceci doit être levé dans les meilleurs délais. Et parce que l'arrière-pays a besoin de connectivité. Le niveau de qualité dont l'arrière-pays a besoin en termes de transmission, aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs n'en ont pas les moyens pour le leur fournir dans les meilleures conditions. Donc, pour nous, cela urge à ce que cette infrastructure publique puisse être gérée de façon beaucoup plus optimale, c'est-à-dire que l'ensemble des opérateurs qui en ont le besoin, des opérateurs, j'inclus mon ami Morsen, des FAI, parce qu'ils ont des obligations dans les régions. Donc, pour nous, c'est fondamental à ce que les opérateurs puissent disposer réellement de cette capacité de transmission afin de donner de la connectivité à l'arrière-pays. Les zones comme les grandes villes qui sont de Saint-Louis jusqu'à Diourbel, Dakar, Ziguinchor, elles sont assez bien couvertes. Mais dès que nous allons vers la partie est du pays, au sud-est du pays, nous voyons qu'il y a un gap. Et ce gap-là, l'ADIE et son infrastructure peuvent participer de façon importante à résorber ce gap de connectivité que ces Sénégalais-là ont par rapport à ceux qui se trouvent dans les grandes villes. Donc, nous encourageons vraiment l'ensemble des autorités à trouver, à avoir les voies et moyens afin de mettre à la disposition des acteurs cette capacité qui changera réellement le visage de la connectivité de ce pays. Merci beaucoup Samba Koita, le directeur technique de Free. Alors, Alassane Blaise Diagne, je vais bien sûr lever la main, je vous donne la parole, parce que quand on parle de résolver, de gap, forcément, ça regarde le fonds pour lequel vous travaillez au Sénégal. Disons, ce service universel des télécoms, vu sous l'angle partage d'infrastructures, ça donne quoi à vous? Quel est le regard que vous avez sur ça pour une meilleure optimisation des ressources? Alassane. Merci Ousmane Gueye. Je vous en prie.
Ok, et j'en profite aussi pour dire un bonsoir à tous les participants et leur féliciter effectivement pour la qualité de leur intervention. Vous avez effectivement raison de dire que nous sommes interpellés surtout sur la dernière intervention de Samba Koïta, à savoir l'arrière-pays, qu'il y a aujourd'hui quand même un déficit. C'est à la limite, on se demande si nous n'avons pas deux types de Sénégalais, ceux qui sont dans les réseaux de communication et ceux qui sont en dehors des réseaux de communication. Nous, pour les missions qui nous sont assignées, il est vraiment important qu'il y ait ce qu'on appelle une disponibilité des infrastructures. Indépendamment de leur régime, Khalidou l'a rappelé, les infrastructures sont gérées dans des régimes. Mais reconnaissons quand même que le législateur a eu effectivement à bien préciser que les Sénégalais, c'est-à-dire ceux qui utilisent ces réseaux au niveau du public, ne peuvent bénéficier de cela que par les opérateurs titulaires de licence. Aujourd'hui, reconnaissons qu'au Sénégal, nous avons les 3 opérateurs sur l'ensemble du territoire et un opérateur qui a une autorisation au niveau de la région de Matam. Cependant, les infrastructures, qu'elles soient des infrastructures, des opérateurs d'infrastructures, si tant est qu'ils existent, qu'ils soient des infrastructures alternatives qui peuvent contribuer à établir des réseaux de communication ouverts au public, sans qu'eux-mêmes soient des opérateurs de services ouverts au public. Tout cela doit être vraiment orienté pour l'accès universel de l'ensemble des populations sur l'ensemble du territoire. C'est dans ce sens que la question de la mutualisation, la question du partage des infrastructures, dès que la loi a suffisamment encadré le partage des infrastructures, Khalidou l'a rappelé, il y a quelques mises, quelques décisions que peut-être le régulateur doit prendre en étroite ou avec l'autorité du gouvernemental pour remettre la mise en œuvre, mais c'est suffisamment encadré. Une actualisation du décret de 2016 pour qu'il soit conforme à la loi de 2018 reste à faire, et j'ai bon espoir que ce sera rapidement mis en place. Mais tout cet encadrement doit contribuer à l'accès universel aux télécommunications pour l'ensemble des Sénégalais, que ce soit des Sénégalais à ce niveau-là. C'est la précision qu'on voulait amener à ce niveau. Merci beaucoup Alassane Blaise Diagne. Nous reviendrons tout à l'heure vers l'FD Sud en donnant la parole à Manel qui en est le coordinateur. Je vois un peu les mains levées de Khoudia Gueye. Les femmes sont d'autant plus bienvenues dans ce panel qu'elles ne sont pas très nombreuses. Nous allons donner la parole à Khoudia Gueye un peu plus tard. Nous n'oublions pas également Mme Diop de Telco, à qui, bien sûr, nous allons également donner la parole. De même que Amadou Ly, qui est un de nos discutants, et Ousseynou Dia également qui lève la main. Mais j'aimerais d'abord donner la parole à Aruna Diallo, qui a peu parlé. Aruna, très rapidement, sur l'interpellation, ou plutôt les assurances de Blaise, l'ADIE et le monde rural, connecter un peu le Sénégal lointain, Aruna. Quelles sont aujourd'hui les assurances de l'ADIE par rapport à ça? Je sais que vous faites pas mal d'initiatives en matière de téléenseignement et de télémédecine. L'ADIE et cette nécessité de résorber le gap numérique. Aruna, rapidement. Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir donné la parole. Voilà, donc juste vraiment pour dire que l'ADIE, justement, c'est un peu ça son rôle. C'est d'essayer de faire en sorte que le gap infrastructurel puisse être résorbé. Et dans ce sens-là, donc l'ADIE a mis en place différents types de projets que nous avons véhiculés jusqu'ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de tous les artères du pays, donc l'ADIE est présent en fibre optique. Maintenant, l'idée, il y a toujours un last mile à faire sur l'infrastructure. Et c'est last mile là maintenant, ceux qui sont censés le mettre en œuvre, c'est vraiment ceux qui fournissent des services au public. Donc, la question de l'infrastructure, l'ADIE en a fait beaucoup. Donc, à travers ces problèmes, actuellement, il y a 2 projets qui sont en cours. Le projet Smart Sénégal qui va étendre encore l'infrastructure. Et il y a un projet passant, donc projet d'appui structurel à la stratégie d'aménagement numérique du territoire. Donc, c'est 2 projets qui vont aller encore plus en profondeur dans le pays pour vraiment connecter beaucoup plus de localités. Mais toujours, ça ne va pas être suffisant.
Donc vraiment, c'est les acteurs qui doivent fournir le service au public, qui doivent vraiment travailler dans ce sens. Et donc, il y a le FDSUD que nous saluons, le dynamisme qui va aussi aider à ce que ces zones blanches-là puissent être réellement couvertes par la fibre optique, par le réseau. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour la concision, Aruna Diallo. C'est important parce que tout le monde veut prendre la parole. On est là pour ça aussi. Merci, Aruna, de l'ADIE. Je retourne la parole à quelqu'un qui ne l'a prise qu'une fois, Mohamed Lamine Thiam. Mohamed Lamine, l'ADIE, le gap numérique, le rôle du FDSUD. Oui, merci Ousmane. Oui, pour rappeler, effectivement, il y a la FDSUD, comme l'a dit Blaise, que j'ai écouté, M. Alassane. Oui. Effectivement, aujourd'hui aussi, il ne faut pas perdre de vue que dans le partage qu'on est en train de parler, il y a le volet investissement aussi dans les réseaux. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de partage. Est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs derrière, est-ce qu'ils vont arrêter d'investir dans les réseaux? Ou bien est-ce qu'il faut aujourd'hui amener le partage d'infrastructures uniquement dans les zones dites blanches, par exemple, si on prend dans le cas de mobile, ou renforcer déjà ce qui existe là-bas? Ça, c'est déjà une possibilité, une alternative, comme l'a demandé M. Koïta au fond fin du Sénégal. Peut-être ça peut déjà être une première approche d'aller dans les zones blanches et partir de là, essayer d'aller petit à petit faire le maillage. Mais là, aujourd'hui, si on se focalise carrément sur le partage d'infrastructures et la mutualisation, les autres opérateurs, est-ce qu'ils vont continuer à investir dans les réseaux ou pas? Ça, c'était une question que je vais demander aux opérateurs et aux autres. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mohamed. Et ça aussi, je rappelle, et ça aussi, c'est dans le rôle de la RTP, justement, du régulateur, à veiller à ce que le financement dans les réseaux, qu'il ait toujours concurrence des infrastructures. Merci, Mohamed Lamine Thiam de Orange France. Sûrement, Khalidou Gaye à Dakar pour la RTP va apporter des éclaircissements là-dessus. Je donne la parole à Khoudia. Oui, Khoudia, allez-y. Une petite présentation après enchaîner. Oui, bonjour tout le monde. Merci, cher Ousmane. Merci, chers panélistes. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les discussions. C'est des discussions très, très, très riches. Mais moi, à mon avis, je pense qu'on a un grand blocage au niveau des infrastructures technologiques, télécom au Sénégal, parce que ça fait des années qu'on en discute. Mais jusqu'à présent, par exemple, moi, en tant que directrice des systèmes d'information à l'UVS, nous avons des zénos dans beaucoup de régions. Nous saluons l'accompagnement de l'ADIE, qui est vraiment un accompagnement très, très, très important. C'est notre premier partenaire technique. Mais dans certains zénos, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, si je vous dis, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à accéder à leurs cours parce qu'ils n'ont pas accès à l'Internet, vous allez me croire. Et ils sont très nombreux. Ils sont très, très, très nombreux. Donc, je pense que le partage des infrastructures, quand on en parle, ce n'est pas seulement à Dakar, parce que je l'ai écrit dans le chat à Dakar. C'est vraiment regrettable de voir chaque opérateur venir creuser par-ci, par-là, alors qu'on aurait pu avoir des règles de partage des infrastructures. Mais dans les régions, par exemple, quand je pense au câble de garde en fibre optique de la Sénélec et qui est sous-utilisé, peut-être que l'ADI n'arrive pas à Podor ou bien Arona pourra nous dire. En tout cas, moi, aujourd'hui, nos étudiants qui sont à l'ENO de Podor ont de grandes difficultés à se connecter à leurs cours parce qu'il n'y a pas la disponibilité de l'Internet. Et je pense qu'en 2020, quand même, c'est des questions que nous aurions pu dépasser. Comme nous sommes en 2020. Donc, Ousmane en a parlé tout à l'heure. Le problème ou bien Blaise, le problème de l'accès au service universel. Vraiment, tous les citoyens sénégalais doivent aujourd'hui, en 2020, pouvoir avoir accès à l'Internet. Merci. Donc, nous devons leur fournir Nous devons leur fournir cela. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur que je lance, que ce soit le partage des infrastructures ou par tout autre moyen, nous devons fournir à chaque Sénégalais
la possibilité d'avoir accès à un Internet de haut débit, si même je peux dire ainsi. Merci beaucoup. Quoi que vous soyez, Madame Ba, il faut que voilà, qu'on donne la parole un peu aux autres aussi. Khoudia, c'est très gentil à vous et vraiment merci à l'UVS pour la participation. Pour nous, c'est important parce que ce genre de discussion concerne tous les acteurs, ça n'exclut personne. Mariam Blondin Diop d'Expresso. Bonjour. Bonjour, Mariam. Bonjour, Ousmane. Bonjour. Alors, bon, j'ai levé la main, on va dire, par mégarde, mais c'est juste pour dire bonjour et vous encourager dans ces séries de webinaires et vous dire que vous avez une belle brochette d'intervenants. Samba Koita a été mon patron à Tigo. Et voilà. Et Morsen est notre partenaire. Donc, c'est vraiment le lieu de parler de cette question de partage d'infrastructures. Qu'il faut vraiment qu'on arrive à avancer là-dessus. Et c'est pour le mieux des usagers. Merci. Voilà, ce sera tout. Merci bien, Ousmane. Merci beaucoup, Marema. Comme quoi, ça accrédite davantage ce que disait Hachim Ndiaye en début de panel, que c'est une famille, que c'est un écosystème et que l'on bouge, on va, disons, d'une structure à une autre. Tout cela pour l'intérêt du Sénégal, simplement. On en profite pour saluer celui que j'appelle le Antoine Ngom malien, M. Diawara, qui a bien voulu également accepter de participer à ce panel et qui est sûrement venu pour s'inspirer un peu de ce qui se passe au Sénégal, même si entre le Mali et le Sénégal, naturellement, c'est une histoire de minutes pour le déplacement. Alors, je donne la parole à Ousseynou Ndiaye. Ousseynou, vous aussi rapidement, parce qu'après, il faut que je réserve aussi du temps de parole aux discutants qui sont là et qui attendent. Ousseynou Ndiaye. Allô, vous m'entendez? Très bien, Ousseynou Ndiaye, allez-y. Oui, merci Ousmane. Je ne vais pas être trop long, hein. Je voudrais peut-être juste vous remercier pour l'organisation de ce débat avec des personnes de qualité que je connais, notamment Hachim, avec lequel j'ai travaillé même dans différents pays. Ok, moi, mon intervention sera juste axée sur deux choses. Je vois qu'on a cité l'ADIE tout au long de ce débat et quelque chose ne me semble pas très clair parce que on parle d'infrastructure. Je pense que le débat ne doit pas se focaliser seulement sur c'est quoi le rôle de l'ADIE qui est d'ailleurs obscur chez moi et j'aimerais bien que les gens de l'ADIE m'éclaircissent là-dessus. On les a cités dans le service universel et tout. Je n'ai pas très bien compris quel est le rôle de l'ADIE dans ce sens, si on peut m'éclairer. L'autre chose, c'est sur la politique d'infrastructure. Moi, la question que je voudrais poser à la RTP, c'est de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour une bonne concurrence. Est-ce que les opérateurs qui sont déjà existants, parce que eux, de fait, c'est des opérateurs d'infrastructure, j'imagine qu'ils vendent des capacités aussi. Mais est-ce qu'il est prévu ou bien est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent la séparation de ces activités et qui pourront permettre de les contrôler aussi bien techniquement, fonctionnellement que sur le plan comptable et de s'assurer que du point de vue de la concurrence des prix, tout est réglé pour éviter que la concurrence soit faussée. Donc, je vais me limiter à ça pour ne pas être long. Oui. Peut-être que je reviendrai. Je vous remercie. Merci. Khalidou, 2 minutes, voire moins sur ces aspects. Après, on passe la parole à d'autres. Khalidou, Gaï. Merci. Je salue en tout cas la pertinence de ces questions. Pour aller droit au but, en ce qui concerne la concurrence, ce qui convient de retenir, c'est que effectivement, la concurrence, elle est organisée en amont. Voilà, à travers vraiment la régulation du marché de gros. Voilà, c'est là où la question des infrastructures aussi intervient. Et j'en profite aussi pour dire que les opérateurs, ils ont une obligation d'investissement. Voilà, l'arrivée d'opérateurs d'infrastructures ne doit pas être un frein à l'obligation d'investissement des opérateurs. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est d'organiser cet investissement histoire de mutualiser pour éviter que des infrastructures soient dupliquées. C'est ça fondamentalement ce qu'il faut faire. Et je voulais aussi en profiter pour dire que en ce qui concerne la concurrence toujours, pour répondre à la question de M. Ndiaye, M. Ndiaye, au-delà donc du marché de gros, aujourd'hui, le Code des communications électroniques donne des attributions dérogatoires à l'ARTP. C'est-à-dire que
puisqu'on a une commission de la concurrence, mais bon, qui ne fonctionne pas, la loi a donné des attributions de dérogatoires à l'ARTP pour lui permettre d'appliquer les dispositions de la loi 94-63 sur le prix, la concurrence et le contentieux économique. Et ça, c'est dans le cadre d'une régulation ex post. Ça permet donc de réguler le marché à ce stade-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire brièvement. Merci. Merci, merci beaucoup, Khalidou. Hachim Ndiaye. Oui, Ousmane, comme l'ont dit tous les autres, il y a une prudence à adopter, c'est-à-dire qu'il y a de la subtilité dans ce qu'on doit faire. Évidemment, tous les acteurs, d'une manière ou d'une autre, l'ont abordé. C'est que nous sommes dans un environnement régulé. Ça, c'est, je veux dire, la barrière qu'il ne faut pas franchir. L'autre chose, c'est qu'aussi, on est dans un environnement de doing business. Il ne faut pas que, des fois, une certaine volonté ou bien une certaine orientation politique puisse gêner, je veux dire, un certain équilibre qui est déjà établi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je crois que les acteurs sont d'accord là-dessus, c'est pour aller vers un développement du numérique qui puisse vraiment arriver à satisfaire nos besoins, c'est-à-dire arriver à faire une couverture, je veux dire, totale du territoire. Ce que a dit Khoudia, que je connais bien, Khoudia est une actrice vraiment infatigable du numérique. Elle a abattu un travail extraordinaire avant d'atterrir à l'UVS, donc dans l'enseignement et dans l'encadrement. Je sens son cri de cœur. Et c'est ce cri de cœur-là qui anime tous les acteurs aujourd'hui autour du numérique. C'est-à-dire qu'on est désolé quand on va au fin fond du Sénégal et que les gens n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à avoir un accès à Internet, alors qu'aujourd'hui, qui perd l'outil informatique ou bien l'outil numérique, pratiquement est totalement est dans une position totalement isolée du monde. Merci. Mais comme je disais, il faut de la subtilité dans ce qu'on fait, dans les politiques qu'on mène, de la subtilité dans les business plans qu'on monte, de la subtilité dans les politiques qu'on doit appliquer aux citoyens et appliquer aux acteurs. Merci. Merci Hachim Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le directeur des TIC au ministère des Télécoms et de l'économie numérique. Est-ce que Madame Aïssatou Diop est avec nous? Madame Diop. Oui. Merci, merci d'avoir vous aussi rejoint cette série de panels. Pour nous, naturellement, c'est très important. Je rappelle que vous êtes consultante en interconnexion des réseaux télécoms à Africa Telecom Consulting Sénégal et que vous avez servi pendant des années à Sonatel autour de gros projets concernant les câbles et les satellites. Votre regard un peu globalement, vous êtes une de nos discutants, votre regard un peu sur ce qui a été dit. Merci et bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter donc à cette discussion. Je vous en prie. Pour moi, quel est l'objectif? L'objectif est d'avoir une bonne connectivité, de disposer d'une bonne capacité, que ça soit internationale ou nationale, avec accessible à tout le monde. Ce qui fait que, bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a donné des licences à des privés et on ne les oblige pas à couvrir tout le territoire. C'est vrai qu'il y a des équipements qu'on peut partager, il y a des infrastructures qu'on peut partager, mais je pense que les moyens de transmission, il faut demander à ces opérateurs-là de multiplier les moyens de transmission parce que ça permet de créer une pression concurrentielle réelle et ça permet aussi d'accéder à cette capacité à moindre coût. Merci Aïssatou. Une question avant que vous ne partiez. Aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes habitué un peu, disons, à couvrir, à voyager autour de grands projets concernant les satellites, les câbles, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'au Sénégal, nous nous sommes assez outillés comme il faut en matière
en matière infrastructurelle, en matière d'infrastructure, est-ce que nous sommes un peu à la hauteur au regard un peu de notre politique, de nos attentes en matière numérique? La technologie évolue. Donc, il faut toujours faire évoluer donc, les systèmes de transmission qu'on a, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Parce que les besoins aussi, c'est des besoins immenses des entreprises, de l'administration et des ménages. Donc, il faut que les moyens de transmission qu'on a et les infrastructures puissent s'adapter et satisfaire ces besoins. C'est vrai qu'au Sénégal, effectivement, on a une bonne connectivité nationale et une bonne connectivité internationale. Mais il faut aussi qu'on continue donc à inciter les opérateurs à investir parce qu'il faut améliorer et il faut s'adapter à l'évolution future. Parce que demain, on aura la 5G, on aura l'intelligence artificielle et tout ça. Et on sait que la 5G va bouleverser l'ensemble des usages au niveau de la téléphonie mobile. Donc, il faut des grosses artères, de grosses capacités pour pouvoir satisfaire ces besoins actuels et les besoins futurs de demain. Merci, merci. Merci beaucoup, Madame Diop. C'est très gentil à vous d'avoir accepté de partager avec nous, avec l'écosystème sénégalais, l'écosystème mondial simplement, parce qu'on parle de numérique et naturellement, on sait très bien qu'il n'y a plus de frontières. Je donnerai la parole aux autres discutants, bien sûr. Mais d'abord, une question à Khalidou Gaye. Mais question rapide, hein, monsieur le directeur des affaires juridiques de l'ARTP. Est-ce qu'actuellement, la politique tarifaire actuelle permet aux opérateurs de s'en sortir, je veux dire, qui s'engagent un peu dans tout ce qui est infrastructure? Khalidou, est-ce que c'est assez incitatif? Est-ce que la fiscalité aussi y est? Merci Ousmane. J'avoue que si vous parlez des questions fiscales, là, je ne suis pas compétent. Ce n'est pas votre domaine. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et la question tarifaire aussi, il faut l'adresser aux opérateurs parce que c'est eux qui définissent leur propre politique tarifaire. Voilà, pour leur propre politique tarifaire. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que les opérateurs, c'est des concessionnaires de services publics. Donc, quand ils ont acquis la licence, l'État a mis en place un cahier de charges avec des obligations qu'ils doivent respecter. Voilà. Donc, en fonction des investissements, je pense qu'ils trouvent un moyen de fixer leur politique tarifaire qui permet en tout cas de s'en sortir. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que le secteur des communications électroniques se porte bien, oui, avec des tarifs appliqués. Donc, du coup, le meilleur baromètre, c'est celui-ci. Voilà, donc aujourd'hui, malgré les lourds investissements que les opérateurs sont en train de consentir, oui, point de vue tarifaire, ils arrivent quand même à s'en sortir. D'accord, merci. Ils ont l'obligation, je rappelle, d'investir davantage pour améliorer la qualité de la couverture et la qualité de service. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui, merci. Merci beaucoup, Khalidou. Alors, Mohsen Chirara, 1 minute à vous, avant que je ne retourne la parole aux discutants. Merci de me donner la parole. Alors, rapidement, moi, je pense que c'est pour compléter un peu ce que Madame Dien disait tout à l'heure et d'autres collègues, c'est qu'aujourd'hui, les besoins en bande passante se sont démultipliés ces 2-3 dernières années. Nous, par exemple, nous, en tant qu'acteurs FAI, si je dis il y a 3 ans, on était à, je ne sais, quelques mégas en sortie internationale. Aujourd'hui, on est à plusieurs gigas. Donc, le besoin est vraiment là. Et je pense qu'un des moyens, c'est vraiment ce partage d'infrastructures qui peut se faire au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des tours, de la fibre optique, mais aussi au niveau des éléments actifs. Par exemple, on parle souvent de ce qu'on appelle du RAN sharing, c'est-à-dire dans les zones blanches où il n'y a pratiquement rien et que c'est peut-être pas rentable, c'est que l'opérateur d'infrastructure ou un des opérateurs va investir sur, je ne sais pas, la 4G, la 5G plus tard et partager cette infrastructure
d'une manière au niveau actif avec tous les acteurs. Donc, il y a plusieurs idées comme ça. L'idée, c'est vraiment de mutualiser les efforts pour arriver à répondre à ces problématiques de pénétration dans les zones rurales. Merci beaucoup, Mohsen Chirara, membre du bureau d'Optique et pour votre compte personnel, directeur général de Arc Informatique. Amadou Ly, je vous donne la parole parce que j'aimerais bien vous entendre sur cet aspect aménagement numérique, notamment du territoire. C'est une de vos spécialités. Alors, bonjour. Bonjour Amadou Ly, nous vous entendons. Vous montez un peu le volume. Vous m'entendez donc Allez-y, Amadou. Oui, merci beaucoup Ousmane. Je profite de cette opportunité pour saluer l'ensemble des panélistes, l'ensemble des discutants, des personnalités que je connais très bien pour la plupart. Donc, moi, ce que je pense véritablement, c'est qu'on a tous les atouts au Sénégal, on a du potentiel au Sénégal. Le cadre réglementaire a beaucoup évolué en faveur du partage des infrastructures, de la mutualisation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a une possibilité pour régler, je dirais peut-être même définitivement le problème de la connectivité et de l'Internet au Sénégal, des infrastructures. Ce que je pense, c'est qu'à l'image de ce qui a été fait en France avec les schémas directeurs d'aménagement numérique des territoires, au moins à l'échelle des départements, parce que c'est ce que la France a fait, ce qui est fait en Allemagne, ce qui est fait à côté au Gabon avec l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences. Il faudrait qu'au Sénégal, on arrive à avoir une cohérence globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui, de mon point de vue, pour nous aider définitivement, c'est de mesurer l'écart entre l'existant et le niveau de service que nous voulons atteindre. De prendre toutes les infrastructures existantes et de créer une société de patrimoine, une société nationale, une société de patrimoine qui gère les infrastructures publiques de l'État du Sénégal. On a plus de 10 000 km de fibre optique. Si on arrive à se poser complètement, à définir les rôles de chacun, à se concerter avec les collectivités territoriales, le Fonds de service universel, l'ADIE, les opérateurs, on sait où il y a des surcapacités parce qu'on a des bouts de réseau qui existent. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, la clarification des rôles de chacun et de se mettre à traduire ces volontés-là, toutes les volontés exprimées aujourd'hui par le ministère, la RTP qui régule, les opérateurs, leurs souhaits, c'est véritablement de se poser. Et vous voyez, en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini les schémas directeurs d'aménagement au niveau des départements. Ils ont défini un catalogue de services pour les infrastructures et la RTP a commencé à le faire. Je parle sous le contrôle de mon camarade, collègue et ami, Khalidou. Aujourd'hui, on a certains éléments qui sont définis dans le catalogue d'interconnexion, de partage, surtout la colocalisation, mais tout n'est pas dedans. Donc, il faut arriver à globalement mettre en place un catalogue de services. Je rejoins notre ami qui travaille chez Orange, qui parle de quoi qu'on partage. On partage les points hauts, on partage les fourreaux, la fibre optique, les équipements actifs, les équipements passifs. Mais ceci dit, au-delà de tous les projets qu'on a au niveau du passant, au niveau de Smart Sénégal, on a des petits bouts de réseau, des choses qui sont faites à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, c'est le lieu, de mon point de vue, en insérant l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, l'ADIE, le Fonds de service universel, l'État du Sénégal, les opérateurs d'infrastructure, parce que les FAI, les opérateurs, tous les opérateurs qui possèdent l'infrastructure sont des opérateurs d'infrastructure. Ils peuvent avoir à vendre leur surcapacité selon le cadre qui est clairement réuni. Mais au-delà de ça, c'est de prendre en charge l'ensemble des besoins du Sénégal, de partout pour dire voilà ce que nous devons comme objectif, combien ça coûte et comment on le finance. Et ça, je pense que c'est une solution qui a été éprouvée partout, en Australie, en France, en Allemagne. Et c'est ce que je dis là, c'est depuis 2009. Ils étaient donnés des objectifs en 2020 et 2025. Aujourd'hui, aussi bien l'Allemagne, l'Australie, la France sont à 70% de ce qu'il faut faire. Donc, il faudrait qu'on fasse un saut et qu'on arrive véritablement à tirer vers le haut ce que nous voulons faire et résoudre complètement, mais définitivement nos problématiques. On en a les moyens, on a les ressources, on a de l'existant qui est là. Il ne faut pas faire et puis
aller dans la synergie de l'ensemble des stratégies aujourd'hui qui existent autour de l'État. Il y a la stratégie Sénégal 2025, il y a le service universel, il y a le plan au débit, il y a plusieurs plans. Mais comment fédérer tout ça, comment coordonner et comment arriver finalement à un schéma directeur d'aménagement national numérique du territoire qui tient compte de l'ensemble des problématiques de tout un chacun. Merci beaucoup Amadou Ly, ingénieur en télécom, expert notamment en aménagement numérique du territoire. Je donne la parole à présent à Pape Abdoul Mbaye. Pape Abdoul Mbaye de Huawei, mais naturellement vous parlez ici en qualité simplement d'expert et de passionné du secteur. Pape Abdoul Mbaye. Oui, bonjour Ousmane, bonjour à tous. Merci. Effectivement, en tant que passionné du secteur, oui. Et vraiment, je suis très heureux d'avoir été invité à cette discussion avec beaucoup d'interventions et de points de vue très, très enrichissants. Alors, il y a eu plusieurs approches qui ont été discutées, notamment la dernière, qui pense donc quelque chose de plus centralisé, de plus globalisé. Moi, je pense que aujourd'hui, du point de vue réglementaire et législatif, donc on a posé un cadre, une amorce de cadre, donc il y a déjà de quoi mettre un pied dans l'affaire. Mais je pense que la question qu'on a, finalement, c'est une question de contrepartie, d'accord? Donc la question de la contrepartie. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des opérateurs alternatifs qui ont des infrastructures disponibles dans des endroits où on en aurait besoin, mais bon, l'infrastructure dort parce qu'ils n'ont pas encore le schéma avec la bonne contrepartie, donc pour pouvoir laisser leur infra en gestion à quelqu'un qui pourrait les valoriser. On a des opérateurs qui ont une infra qui la commercialise, mais qui finalement commercialisent ce qu'ils ont. Ils vont pas forcément aller là où vous leur demandez. Et surtout, il faut bien voir que la vente de gros pour un opérateur, c'est pas leur main business. Ils sont des détaillants, ils ont construit pour eux. Et à la marge, bon ben, ils en ont trop, ils vendent une surcapacité. Donc il y a toujours cette logique de secondarité qui fait que finalement, vous n'avez pas une dynamique sur le marché du gros qui puisse être satisfaisante. Sachant qu'il faut garder à l'esprit que maintenant, pour tout le monde, c'est vrai pour les opérateurs, c'est vrai pour les opérateurs d'infrastructure, investir, construire une nouvelle infra, chaque fois que c'est possible, on va l'éviter. Vous voyez? Donc, donc, si tu veux, moi, ma remarque, c'était, j'allais un peu dans le sens finalement de Samba et d'Achim. Il a tout mis dans... Allô? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Ah, excusez-moi. Je vais dans le sens de Hachim et de Samba, donc par rapport à la logique d'investissement d'opérateurs privés, donc ils vont dans le sens d'investissement privé complémentaire dans le gros. D'accord? Donc on investit dans le gros. On n'investit pas pour soi et ensuite on fait du gros à la marge. Ça, c'est un ou plusieurs opérateurs d'infrastructure qui peuvent le fournir. Les infrastructures alternatives sont celles qui existent dans des endroits où il n'y en a pas. Parce que dans les grands centres urbains, même s'il y a de la redondance d'infra, finalement, elle arrive à s'amortir d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a de la demande qui explose. Monsieur Chirara l'a fait remarquer un peu plus tôt. Donc, on sait toujours la rentabiliser. Dans les zones maintenant isolées, c'est là qu'il n'y en a pas. Et a priori, un opérateur, s'ils voulaient la construire, ils l'auraient déjà fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas rentable. Donc, un opérateur d'infra pourrait y aller, mais construire, pour ça, c'est vraiment la dernière option qu'il a. Parce que sinon, ça devient trop dur, même pour lui, de rentabiliser ça. D'où l'intérêt de pouvoir fournir une contrepartie à Sénélec, au réseau d'autoroutes, au réseau de distribution d'eau, etc., à l'OMVS, à l'OMVG, pour pouvoir l'utiliser dans des bonnes conditions et fournir l'interco là-bas. Merci. Donc, oui, rapidement. C'est bon. C'est terminé. Merci à vous. Merci d'avoir compris que le temps ne nous attend pas et qu'il y a d'autres intervenants qui veulent prendre la parole. Le cas, par exemple, de Ousmane Ndiaye. Oui, bonjour Ousmane. Bonjour Ousmane Ndiaye. Oui, je salue tous les participants, tous les panélistes et les remercie pour les échanges. Je voudrais apporter une toute petite contribution sur quelques points. Oui, allez-y. Le premier point, c'est que je pense vraiment que le sujet sur les infrastructures est très large. Donc, on aurait pu peut-être le segmenter et tenir plusieurs débats là-dessus. Oui. Parce qu'on parle de concurrence par les infrastructures, parce qu'il y a une concurrence sur les infrastructures. On parle de partage, on parle de mutualisation.
Donc, le premier point sur lequel je voudrais apporter une contribution, c'est que la politique est très claire. C'est une politique d'abord qui est basée sur la concurrence dans les infrastructures. Pourquoi? Parce que l'État, je pense que mon collègue Khalid l'a dit, l'État a concédé à des acteurs privés, Madame Dieng l'a dit aussi, un service public de télécommunication avec un cahier de charges qui repose sur des obligations d'investissement dans les infrastructures. Donc la politique, c'est d'abord une politique de promotion des investissements dans les infrastructures. Maintenant, est-ce que cette politique-là suffit? Bien entendu, non. Donc c'est ce qui fait que il a été introduit deux notions: opérateur d'infrastructure, exploitant d'infrastructures alternatives. Donc, mais je voudrais aussi préciser que le partage est quelque chose de naturel dans les télécoms. Naturel. Parce que les opérateurs font des partages d'infrastructures sans intervention d'ailleurs du régulateur. Ça, on le voit. Mais quand même, le sujet, il est très large. Que partage-t-on et pourquoi faire? Donc, la question du partage va plus loin que le partage qui est mis en œuvre jusqu'à présent. Et c'est là où on a besoin d'une organisation. Pas d'une organisation parce que la question de que partage-t-on et comment on le fait nous ramène à un principe qui est très fort. C'est un principe d'orientation des tarifs vers les coûts. Alors, l'organisation fait que l'État va accorder des autorisations d'opérateurs infrastructures. C'est ce qui fait que pour avoir un élément important de ce partage-là, donc les modalités opérationnelles, comment partager, et les modalités financières, ou plutôt les modalités opérationnelles, comment fait-on ce partage-là, suivant des délais, des points d'accueil et autres, des points de partage, et les modalités financières, à quel coût partage-t-on? Donc, cette organisation fait que tous les acteurs doivent être sous le giron de la régulation, parce que la régulation a des obligations spécifiques. Donc, il y aura pour n'importe quel acteur un cahier de charges, un catalogue d'offres. Oui. Ce catalogue d'offres-là devra être vérifié par ce qu'on appelle une obligation de comptabilité analytique qui pèse sur tous les acteurs de régulation. Et ce principe de mise en place de comptabilité analytique doit être vérifié tous les ans par ce qu'on appelle un audit des coûts. L'audit des coûts permet justement de savoir en réalité ce qu'on partage, quel est ce coût-là, et de pouvoir déterminer le coût pertinent de ce partage. Sans cela, n'importe quel acteur qui se lève, qui partage n'importe quoi, ne peut pas être contrôlé, ne peut pas être vérifié. En cas de litige, on ne peut pas le trancher. Donc, c'est ce qui suppose que l'organisation fait que tout acteur doit avoir un cahier de charges et tout acteur doit avoir un catalogue d'offres. Ce catalogue d'offres-là doit être vérifié, ce catalogue d'offres-là doit être audité, et à partir de cet audit-là, on détermine le coût pertinent de partage. Merci. Si on passe par ces modalités, je pense que la question du partage ne pourra pas être traitée. Merci. Donc, les ouvertures sont faites. Maintenant, il faut aller plus loin. Khalidou l'a dit, il y a un élément important, et je pense que mon prédécesseur aussi, Pambay, l'a dit, il faut compléter ce dispositif par effectivement une discussion assez large pour savoir ce qu'on partage comme élément passif, comme élément actif, comment le faire à tel coût, et définir ce qu'on appelle les lignes directrices du partage des infrastructures, qui va donner en réalité les modalités techniques, technologiques, financières, comptables de ce partage d'infrastructures. C'est ce que je voulais apporter comme contribution à ce débat. Je te remercie, Ousmane. Merci beaucoup, cher Toundo. Ousmane Ndiaye, vous êtes le directeur de l'économie et des marchés à l'ARTP, même si on précise, pour éviter toute confusion, que vous ne représentez pas l'ARTP dans ce panel, l'ARTP étant représenté officiellement ici par Khalidou Gaye, qui est le directeur des affaires juridiques. Est-ce que Youssoufa Diop est toujours avec nous? Youssoufa Diop qui travaille chez Nokia, si ça n'a pas évolué en France, Youssoufa? Si Youssoufa n'est pas là ou est parti, nous allons donner la parole à Aruna Diallo. Je vous ouvre le micro, Aruna, je vous cherche. Une seconde. Aruna, c'est bon. Aruna, c'est bon, allons-y. Youssoufa, oui. Youssoufa, allez-y, Aruna après. Il nous entend, Youssoufa Diop.
Sinon, Aruna, allez-y. Aruna, je vous ouvre le micro. Allez-y, Aruna. Je pense que ouais, c'est bien ouvert. Voilà, donc moi je voulais juste revenir pour dire quand même la question de partage d'infrastructures, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité malheureusement, mais qu'on doit faire en sorte de très vite dépasser. Parce que quand même il y a beaucoup d'autres enjeux qui se posent. Déjà dans toutes nos discussions, on n'a pas abordé la question des centres de données et ça risque aussi de nous rattraper sous peu parce que c'est quelque chose qui commence aujourd'hui à se multiplier, à se développer. Donc, à un moment donné aussi, il faut que ça puisse être, à la limite, on ne peut pas dire encadré pour que quand même voir tout ce qui est donné, en tout cas qui sont échangés à travers le pays, comment est-ce que ça va être géré. C'est vrai qu'il y a CDP qui encadre tout ce qui est données personnelles, mais il y a au-delà de cela, c'est même la circulation de ces données-là. Il va falloir regarder ces aspects-là, comment encadrer tout ça. Donc, l'ADE de son côté est en train de faire des choses, mais ça, c'est du point de vue de l'État. Mais il y a les autres données aussi qui circulent, donc à travers les autres entités qu'il va falloir un peu regarder. Donc, la question des data centers aussi, c'est une question qui va se poser. Donc, l'autre aspect aussi, c'est la capacité internationale, donc tout ce qui est câble. Donc, là aussi, c'est juste pour informer la science que l'ADE mène actuellement un projet de câble sous-marin. Donc, il va aider aussi l'administration et éventuellement aux acteurs à pouvoir accéder à plus de capacités. Donc tout ça, en fait, les efforts que l'État est en train de faire, ça se justifie tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de partage de ce qui existe aujourd'hui. Et du point de vue tarif également, la question se pose. Parce qu'aujourd'hui même, avant d'engager la réunion, j'ai parcouru l'ensemble des catalogues d'interconnexion des opérateurs. Parce que ça aussi, c'est un aspect qu'il faut souligner. Chaque année, les opérateurs ont l'obligation de publier des catalogues d'interconnexion. Mais à travers ces catalogues-là, on voit quand même que les tarifs restent quand même assez élevés. Sauf dernièrement, ARTP a pris une décision pour fixer tout ce qui est tarif de bas volume. Et là, donc à part cela, tous les autres tarifs restent encore élevés. Il faut parler par exemple de la colocation, de pylônes, d'espace, tout ça, ça reste élevé. Et aujourd'hui, on n'a même pas suffisamment d'offres de fibres noires dans les catalogues. Donc là aussi, ça pose problème. Il n'y a pas également d'offres d'alvéoles. Donc tout ça, c'est ça qui pose des freins. Aujourd'hui, la cherté des tarifs. Et l'autre aspect, c'est l'offre de partage qui n'est pas complète. Donc à cela, il faut ajouter. Maintenant, l'idée aussi, c'est qu'on tourne vers les services et les usages. Parce qu'on en parle, mais au final, le bénéficiaire, vraiment, c'est le citoyen. Il faut qu'on fasse en sorte que tout ce qui est côté infrastructure, la question puisse être résolue et que les citoyens puissent pouvoir vraiment bénéficier du numérique. Aujourd'hui, quand même, il faudra un peu aller vers ça pour que ça puisse être fait. Merci. Un autre aspect que souligner, Aruna, s'il vous plaît, oui, rapidement. Beaucoup d'infrastructures, c'est vrai, mais aujourd'hui, je dirais même, du point de vue infrastructure, même Dakar, aujourd'hui, n'est pas bien loti. Parce que quand on parle de la fibre optique, c'est récemment que les projets de fibre optique, tout ce qui est fiber to the building, a commencé à se développer. Donc, il y a un gap énorme à combler sur ce point de vue-là, pour la connectivité en fibre optique des entreprises, des habitations. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut développer. Donc, ça, c'est un point. Au-delà de l'arrière-pays là, qui est demandé, il y a aussi même les villes aujourd'hui qui ne sont pas bien loties en termes de connectivité fibre optique sur la partie accès. Voilà, donc c'est vraiment ces points. Et je salue quand même la proposition d'avoir un plan d'aménagement national, un plan d'aménagement numérique national. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui permettrait vraiment d'avoir un schéma directeur, voir comment est-ce qu'on peut combler rapidement le gap en termes de connectivité. Merci. L'autre aspect, on est désolé, hein, ça fait trop d'aspects. Est-ce qu'on peut aller vite parce qu'il faut qu'on donne aussi la parole à Youssouf. D'accord, merci. Merci de la compréhension. Youssoufa? Oui, bonjour Ousmane. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les panélistes et je profite là pour saluer M. Samba Koïta qui a été mon directeur technique pendant 5 ans à Tigo. Là, je vais aller un peu vite parce qu'il y a déjà M. Ousmane Ndiaye qui a quasiment répondu à quelques questions
avez. Oui. Donc, je vais juste apporter quelques suggestions. La première, c'est que pour moi, quand on parle d'infrastructure, on parle de l'élément essentiel pour qu'on puisse avoir une communication partout et en tout temps. Et donc, pour cela, il faut essentiellement au Sénégal, surtout dans les zones blanches, comme l'a dit M. Chirara, je pense, il faudrait dans les zones blanches que cette mutualisation soit vraiment, vraiment effective. Pourquoi j'insiste dessus, c'est que je parle sous le contrôle de M. Koita. J'ai quasiment fait le tour du Sénégal en faisant des surveys. Oui. Donc, je voyais sur pas mal de quartiers, pas mal de zones, dans une petite rayon de, disons, 1 km, 3 opérateurs qui ont chacun 3 pylônes de 50 mètres bien en place. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir un seul pylône pour les 3 opérateurs? Et donc, dans ce cas, je pense que l'ARTP, je ne sais pas si ça se fait ou pas, il faudrait vraiment qu'ils aient une mainmise sur cette politique de négociation pour mutualiser entre les opérateurs. Il ne faudrait surtout pas qu'on laisse les opérateurs faire des demandes de mutualisation entre eux. Ça, c'est mon avis. Tant que ça ne sera pas fait, parce que derrière, il y a de la concurrence, il y a des aspects économiques. Moi, en tant qu'opérateur, si je suis dans une zone qui m'est très rentable et que, par exemple, l'opérateur Y n'y est pas, jamais je n'accepterai qu'ils viennent pour faire de la mutualisation sur mon réseau. Donc, dans ce sens, j'aimerais bien éviter la RTP qui s'implique davantage. Peut-être c'est fait, je ne sais plus, mais j'aimerais bien que si ce n'est pas le cas, qu'il s'implique davantage et qu'il puisse, si c'est possible, aux opérateurs, surtout dans les zones blanches, de mutualiser tout ce qui est pylône. Merci. Ça permettra surtout aussi aux populations d'éviter les politiques d'exposimétrie parce que 3 opérateurs qui sont sur une même zone, ça multiplie l'effet d'exposimétrie sur la santé de la population. Et c'est quelque chose qui est assez nocif aussi à l'environnement. Donc, c'est juste une petite contribution que j'avais comme ça. Les autres questions, M. Ndiaye a bien répondu dessus. Donc, je remercie tout le monde. Merci Youssoufa Diop, Sénégalais basé en France, employé chez Nokia. Après, il a dit un passage chez Free Sénégal. Merci beaucoup. Parce que c'est le ministère qui coiffe le secteur, j'aimerais donner la parole pour finir à Hachim Ndiaye. Hachim Ndiaye, d'abord un propos sur les perspectives concernant ces questions de partage, de mutualisation, mais une question tout de même parce que c'est important, même si on n'a pas de TDS ici. Comment est-ce que la mutualisation pourrait aussi intéresser ou concerner les infrastructures, disons, en lien avec télédiffusion du Sénégal? Hachim Ndiaye. Merci Ousmane. Ousmane, merci de m'avoir redonné la parole. Oui. Donc, moi, je vais en fait sur des propos très simples. Aujourd'hui, comme on a dit à la dernière réunion je veux dire du G20, la connectivité est une urgence. La connectivité est une urgence parce qu'on va, Aïssatou l'a dit tout de suite, je la salue en passant, l'infrastructure est fondamentale et elle est capitale donc, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement des applications et des services qui nous attendent parce qu'on va aller vers des services très gourmands en matière de bande passante, très gourmands en matière de vélocité et de rapidité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je crois que l'infrastructure, comme on l'a dit, est une urgence. Et aujourd'hui, moi, je crois aussi que la politique nationale en matière de stratégie de développement de l'infrastructure est très claire. Il y a même, je peux même dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore exploité le potentiel qu'il y a dans cette infrastructure parce que les opérateurs satellitaires ont des solutions pertinentes aujourd'hui qui peuvent être compétitifs sur le marché. D'autres opérateurs alternatifs sont là. Des solutions même alternatives peuvent être proposées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons aller vers une politique, je veux dire, de rentabilisation de l'infrastructure pour aller vers tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'aménagement numérique du territoire. Nous, au ministère, quand on a développé le plan haut débit, c'était pour aller vers l'aménagement numérique du territoire parce qu'il faut que les services du citoyen puissent vraiment éclore et puissent s'imposer. Moi, je crois que sur le plan... TDS maintenant, TDS. Évidemment, sur TDS. TDS est complémentaire
de la politique de l'État en matière d'aller vers le dernier kilomètre pour l'usager. Aujourd'hui, l'usager, il n'est pas seulement téléphonique. L'usager, il est audiovisuel, il est télévisuel, il est tout ce que vous voulez. Il est médical, il est agriculteur, il est tout. Donc, ça veut dire que sur la TNT, si les gens se rappellent bien, ce qu'on a comme comité technique pour la TNT, et je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes logique. La TNT attend que l'infrastructure se développe pour vraiment éclore donc, dans les meilleures conditions. Bon, c'est ça, à mon avis, c'est ça la position du gouvernement. Aller trouver le citoyen là où il est. Et je crois que tous les ferments sont là pour le faire. Évidemment, les gens ont parlé tantôt de mise en cohérence. Il faut une mise en cohérence. Il faut que les initiatives arrêtent de se multiplier par-ci, par-là. Et que les gens puissent s'asseoir autour d'une table et essayer donc de mettre en cohérence toutes les initiatives et dans un environnement vraiment qui va créer ce qu'on appelle du win-win ou bien du doing business. C'est ça, en fait, vraiment les mots que je pourrais prononcer donc, par rapport à votre préoccupation. La TNT, elle sera vraiment, elle a besoin d'une bonne infrastructure de télécommunications pour s'exercer comme il le faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hachim Ndiaye. Merci à tous les panélistes pour cet après-midi. J'étais très ravi d'animer ce panel qui, encore une fois, réunit des acteurs importants du secteur. Samba Koita de Free, Aruna Diallo de l'ADE, Khalidou Gaye de la RTP, Hachim Ndiaye qui parlait à l'instant du ministère de l'économie numérique et des télécoms, Mohsen Chirara, membre du bureau d'optique et directeur général d'optique, de Arc Informatique, pardon. Et enfin, Mohamedou Lamine Thiam qui travaille pour Orange France. Je remercie naturellement aussi tous les discutants qui ont bien voulu accepter de partager avec nous cet après-midi numérique, très digital, autour des infrastructures, non pas télécom seulement, mais numériques globalement, même si on le comprend, dans ce genre de sujet, c'est souvent les télécommunications qui dominent, qui reviennent. Merci à tous les panélistes, merci aux discutants, merci à l'ensemble du public qui nous suit sur Facebook comme sur Zoom directement. C'était vraiment un immense plaisir. La série de panels se passe désormais tous les mercredis, à partir non pas de 15h30, je le précise encore, parce que l'autre panel a démarré à 15h30. C'est désormais tous les mercredis, à partir de 15h, Inch'Allah, sur Zoom, en direct sur Zoom, pardon, et sur Facebook ou YouTube, ça dépendra. Il s'agira de mettre au cœur de la discussion des thématiques assez importantes et qui concernent bien sûr le numérique. Et j'en profite pour dire, si vraiment dans l'écosystème, on pense qu'il y a des thèmes qu'on peut mettre au devant de la scène sur la table pour en parler, n'hésitez pas, à travers, donnez-moi vos suggestions et vos commentaires à travers mon compte Facebook et mon compte LinkedIn où je suis également, à travers également YouTube. C'est vraiment un immense plaisir pour moi, sincèrement, d'initier et d'animer ces panels régulièrement parce qu'il nous faut échanger ensemble en tant qu'écosystème. C'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer la cause du numérique. Et bien sûr, Hachim l'a dit tout à l'heure, on ne se lassera jamais à répéter que le numérique est très, très important aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Ce n'est plus une option, une question de choix. Merci infiniment à tous les spectateurs. Merci au public. Ce panel sera après proposé en replay sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Merci infiniment à tout le monde. Et puis, rendez-vous, disons, mercredi prochain à partir de 15h. À bientôt.